Les comportements des consommateurs face aux produits animaux. Consomme-t-on vraiment moins ? Une série podcast du LIT Ouest-RL. Aujourd'hui, je consomme donc je suis. Et nos manières de vivre conditionnent nos manières de consommer et de manger. Nos modes de consommation, et plus largement la société de consommation, sont aujourd'hui remis en question. Après une période de forte croissance et d'hyper-consommation, les nouvelles tendances sont à la déconsommation. Consommer moins mais mieux devient donc le nouveau mot d'ordre. Étant l'un des premiers postes de dépenses des Français, l'alimentation n'échappe pas à ce nouvel adage. Et ces dernières années, c'est particulièrement la consommation de produits animaux qui est visée, et encore plus spécifiquement celle de produits carnés. Mais si les enjeux environnementaux, nutritionnels ou encore sociaux de la consommation de produits animaux sont de plus en plus présents dans les débats publics et dans la tête des consommateurs, qu'en est-il en pratique ? Concrètement, qu'en disent les chiffres ? Et d'ailleurs, c'est combien consommer moins ? Et c'est comment consommer mieux ? Épisode 5. Consommer moins de viande, motivation et pratique du végétarisme au flexitarisme. Que faut-il privilégier ? Faut-il vraiment supprimer la viande de nos assiettes ? Aujourd'hui, avec la médiatisation croissante du végétarisme et de la végétalisation de l'alimentation, supprimer ou réduire sa consommation de viande est souvent présenté comme une des principales tendances au même titre que l'alimentation santé, le locavorisme ou la recherche de la naturalité. Je suis végétarien. De nombreux chercheurs, dans divers domaines, se sont intéressés aux différents aspects du phénomène végétarien. Dans le domaine de la santé, par exemple, c'est plutôt aux apports nutritionnels des régimes que l'on va s'intéresser, et surtout à l'impact des régimes végétariens sur l'état de santé général, et son lien avec des problèmes de santé particuliers comme l'orthorexie, la dépression ou le diabète. Je ne me sens pas très bien. Les études sociologiques, quant à elles, vont chercher à analyser le profil des individus suivant des régimes sans viande ou sans produits animaux, leurs motivations, leurs attitudes, valeurs et styles de vie. Elles visent à questionner leur rapport à la viande, la perception des végétariens par les omnivores ou encore les trajectoires des végétariens. Elles s'intéressent ainsi au passage de l'omnivorisme vers le végétarisme et aux contraintes, notamment sociales, qui lui sont liées. Bon, je sais que tu peux pas piffrer mon frère parce qu'il est végétarien, mais là il nous présente sa copine, alors pour une fois qu'il en a une, tu vas faire un effort, d'accord ? Il ne sera malheureusement pas possible d'aborder tous ces sujets ici. Cependant, grâce aux études consommation en 2020 de France Agrimaire, nous vous proposons un rapide panorama des végétarismes en France. D'abord, pourquoi parle-t-on des végétarismes et pas du végétarisme ? Eh bien, tout simplement parce que ce terme permet d'englober des réalités multiples, pourtant parfois très différentes les unes des autres. Le flexitarisme, le pescétarisme, le végétarisme, le végétalisme, le véganisme, tous ces termes renvoient certes à des régimes alimentaires, mais aussi à des ensembles de valeurs philosophiques à travers lesquelles les individus se définissent. Souvenez-vous, c'était une des thématiques abordées dans notre première série de podcasts. Il est donc tout à fait possible de se définir comme végétarien car on adhère à l'idéologie, alors même qu'il nous arrive de manger du saucisson. Et inversement, on peut avoir réduit ou stoppé notre consommation de produits animaux sans pour autant se réclamer de l'identité végane ou flexitarienne. Si l'on prend l'exemple précis du flexitarisme, cela peut correspondre à diverses motivations et diverses pratiques. D'autant plus qu'il n'existe aucune définition officielle du flexitarisme. Les personnes qui se considèrent en tant que telles peuvent donc parfaitement en avoir des interprétations variées en fonction de leur situation personnelle. Cela peut correspondre à une limitation de tous les types de viande, ou bien à une consommation de viande que l'on considère comme faible,
ou encore à la réduction de la viande rouge dans son alimentation. D'ailleurs, mettre en avant le flexitarisme peut aussi être un moyen de prôner l'omnivorisme comme une valeur universelle et ainsi se positionner à contre-courant des mouvements végétariens considérés alors comme trop extrêmes. Il a compris qu'être flexitarien, c'est manger mieux, grâce à une viande de qualité, responsable et durable. Aimez la viande, mangez-en mieux. Mais donc, qui sont ces végétariens et flexitariens ? Quelles différences et quelles similitudes y a-t-il entre leurs profils ? D'abord, notons que la part des régimes sans viande reste encore largement marginale en France. Seuls 2% des Français déclarent appartenir à un des régimes sans viande, pescétarien, végétarien ou vegan. Pourtant, la moitié d'entre eux admettent qu'il leur arrive de manger de la viande, occasionnellement. Ça arrive, ces choses-là. Quant à eux, les flexitariens représentent en discours 24% de la population. Sur ces 24%, 7 consomment de la viande tous les jours, la moitié en consomme plusieurs fois par semaine et seulement 5% en consomment moins d'une fois par semaine. Le reste de la population française est composé d'omnivores ou de flexitariens non déclarés. Des similitudes existent entre les profils des flexitariens et des sans-viande. Ils sont plutôt féminins, urbains, diplômés et appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures. Pour les deux types de régimes, les célibataires sont surreprésentés, et c'est d'autant plus vrai pour les personnes sans viande. Vous êtes célibataire ? De même, les personnes qui excluent ou limitent leur consommation de viande ont plus tendance à vivre dans des foyers sans enfants de moins de 15 ans que le reste de la population. La composition du foyer est donc une variable intéressante à étudier. Elle démontre que la difficulté de concilier ces pratiques alimentaires avec les goûts et les besoins des autres membres du foyer constitue un frein à l'adoption d'un régime sans. On remarque aussi des similitudes dans leur style de vie. Ils sont généralement plus sportifs que la moyenne des Français et leur engagement associatif est souvent plus fort. En revanche, ce qui va diverger entre végétariens et flexitariens, c'est l'âge des personnes. Pas à mon âge. Les personnes dans les régimes sans viande vont être plus jeunes que les flexitariens, dont près de la moitié ont entre 50 et 70 ans. Et en termes de motivation maintenant, invoquent-ils tous les mêmes arguments, quel que soit leur régime ? Eh bien non. Il semblerait bien que les motivations pour limiter ou exclure les produits animaux varient en fonction du régime adopté. Pour les végétariens et les véganes, c'est avant tout la cause animale qui est invoquée pour justifier l'idéologie. 68% d'entre eux évoquent les mauvaises conditions d'élevage et d'abattage, et 63% pensent qu'il est cruel d'élever des animaux pour les tuer. Ils s'opposent donc à la viande par principe ou par conviction personnelle et politique. Presque la moitié d'entre eux évoquent également un dégoût pour la viande. Mais rappelons-nous que les personnes s'identifiant à ce type de régime ne représentent qu'un peu plus de 2% des Français, soit une infime partie de la population. Les conditions d'élevage et d'abattage des animaux sont aussi régulièrement citées par les flexitariens. Mais c'est toujours moins que le souci de leur bonne santé qui est la principale motivation pour 62% d'entre eux. Pour les flexitariens, comme pour les omnivores, la présence d'antibiotiques dans la viande est aussi une préoccupation qui les pousse à réfléchir à leur consommation. Le prix de la viande l'est aussi, mais dans une moindre mesure, et surtout chez les flexitariens non déclarés. Enfin, l'argument de l'impact environnemental de la production de viande est commun à tous ces régimes. Mais il ne semble pas être déterminant, puisque finalement, peu d'individus le citent en motivation principale. Les motivations pour diminuer ou arrêter la viande sont donc nombreuses et varient en fonction des profils sociologiques et des régimes. Pour mieux segmenter cette population de déconsommateurs de viande, l'IFOP a réalisé pour FranceAgriMer une typologie qui met en évidence 7 profils types. Voici les plus représentés.
Le premier est celui des diplômés dans l'équilibre, qui représentent 26% des individus réduisant ou excluant la viande de leur régime. C'est environ 9% de la population française. Ce sont généralement des femmes qui adorent la viande, mais ont décidé de devenir flexitariennes afin d'être en accord avec leurs principes de préservation de l'environnement, du bien-être animal et pour préserver leur santé. Leur changement de régime s'inscrit dans un changement global de leurs habitudes de vie vers un consommer moins mais mieux, car elles considèrent avoir une responsabilité envers les générations futures. En deuxième position, on retrouve les financièrement contraints. Un peu moins nombreux que les premiers, ils représentent un quart des Français qui déclarent limiter ou exclure la viande de leur régime, soit 8% de la population totale. Ce sont plutôt des mères célibataires dont la situation financière se dégrade. Leur diminution de viande est donc plutôt contrainte et elles vont continuer d'acheter de la viande en promotion car elles considèrent que les protéines animales sont nécessaires à la bonne santé. Ensuite, il y a les âgés médicalement contraints. Comme son nom l'indique, cette catégorie de la population s'est vue contrainte de changer sa consommation de viande par des recommandations médicales, mais sans partager l'idéologie végétarienne. Je ne peux pas faire autrement. Ils représentent 5% des Français et 16% des déconsommateurs de viande. Viennent ensuite les jeunes en rééquilibrage alimentaire. Ils sont 4% de la population française et ont adopté le régime flexitarien pour pallier une prise de poids. C'est 12% des déconsommateurs de viande. Gourmands, ils se sentent contraints et peinent à remplacer la viande dans leur régime. Enfin, les hypersensibles représentent 10% des déconsommateurs de viande et 4% de la population française. Ce sont plutôt des jeunes femmes de moins de 20 ans, très sensibles à la cause animale. Elles ont donc développé un certain dégoût pour la viande. Poussées par leurs convictions, leur démarche est éthique. Elles se heurtent à de nombreuses difficultés, notamment d'ordre social. Critiques de l'entourage, difficultés dans le partage des repas, faiblesse de l'offre alimentaire, etc. Mais malgré ces contraintes, elles persistent. Bien manger, c'est important. En dernière position, on retrouve des couples de deux types, les militants et les suiveurs. Les premiers sont assez proches des hypersensibles, à ceci près qu'ils sont plus âgés. Les seconds ont plutôt diminué leur consommation pour être bien dans leur corps et ont plus de mal à respecter leurs principes. Les couples militants représentent 7% des déconsommateurs de viande et les suiveurs seulement 5%. À l'échelle de la population française, ils sont donc moins de 4%. Au total, ces 7 profils types concernent environ 34% de la population. Ainsi, malgré la forte médiatisation des végétarismes et le développement croissant de l'offre, il faut relativiser la part réelle de ces régimes dans l'alimentation française. Très présents en discours, les régimes végétariens le sont beaucoup moins en pratique. Cela peut s'expliquer par les nombreuses contraintes qui leur sont liées. Ainsi, le régime flexitarien, plus souple, est le plus populaire chez les Français. Pour s'intéresser au végétarisme, il faut donc prendre en compte une diversité de profils et de motivations, allant du bien-être animal à la santé, en passant par le pouvoir d'achat. La variété de ces profils et de leur parcours rend difficile les projections sur le long terme. Il est donc nécessaire de suivre ces différents profils afin d'évaluer plus justement l'impact de ces tendances sur l'avenir des filières agricoles. Merci de nous avoir écoutés. C'était le dernier épisode de notre deuxième série de podcasts autour du consommer moins, mais mieux. Vous retrouverez en description les liens vers toutes les études utilisées dans ces 5 épisodes. On se retrouve le 12 janvier pour une 3e série qui parlera des déterminants de choix de consommation des Français. Pourquoi choisit-on un produit plutôt qu'un autre ?